Bonjour à tous, j'ai revêtu, comme vous pouvez le voir, mon plus beau maillot pour vous parler football. Mais je ne vais pas vous livrer une analyse technique sur le match d'hier soir. Non, je vais vous parler du football en lien avec des sujets que j'aborde régulièrement sur cette chaîne, à savoir l'histoire et la géopolitique. Je vais notamment vous parler de la Coupe du Monde et de ses impacts politiques, notamment en termes de boycott. La prochaine Coupe du Monde au Qatar approche à grands pas et nous avons vu fleurir ces derniers temps des appels au boycott un peu partout. Le quotidien de La Réunion a été l'un des premiers journaux à annoncer qu'il boycotterait cet événement, qu'il boycotterait ce tournoi, c'est-à-dire qu'il n'en parlerait pas dans ses colonnes. Nous avons eu aussi des villes comme Strasbourg, Lille, Lyon ou Paris, pour ne citer qu'elles, qui ont également annoncé qu'elles boycotteraient cet événement, dans le sens où elles ne diffuseraient pas des matchs sur écran géant, et cela même en cas de bon parcours de l'équipe de France. Mais pour le moment, malgré toutes les voix qui s'élèvent, nous n'avons eu aucun boycott sportif de la compétition. C'est-à-dire aucun pays, aucune fédération a annoncé qu'il n'enverrait pas son équipe participer à ce tournoi. En fait, ce genre de boycott est très très rare. Dans l'histoire de la Coupe du Monde, c'est arrivé 2 fois. Et encore, ce boycott sportif n'est pas arrivé au moment de la Coupe du Monde, mais plutôt au moment de matchs de qualification. Le premier cas s'est déroulé lors de la Coupe du Monde 1970, où la Corée du Nord, qui à l'époque était quand même une équipe qui avait déjà participé à la Coupe du Monde et qui avait de grandes chances de se requalifier, une génération un petit peu dorée pour les Nord-Coréens. Mais la Corée du Nord n'a pas pu participer à la Coupe du Monde parce que tout simplement, elle a été disqualifiée. Elle a refusé d'affronter Israël pour divergence politique lors d'un match de qualification. 4 ans plus tard, c'était au tour de l'URSS de boycotter un match de qualification et du coup de se voir refuser la participation à la Coupe du Monde 1974. L'URSS avait refusé de rencontrer le Chili de Pinochet. Pinochet, que la plupart d'entre vous connaissent, qui était un dictateur qui avait renversé Salvador Allende, un chef d'État, un autre dictateur, dirons, mais qui était très proche de l'URSS. Et l'URSS avait donc refusé de rencontrer le Chili de Pinochet, ce qui lui a valu une exclusion et une non-participation à la Coupe du Monde 1974. Là aussi, à l'époque, l'URSS était l'une des équipes favorites pour ce tournoi. Si nous avons eu très peu de boycotts sportifs, nous venons de voir les 2 seuls cas historiques dans lesquels ça s'est passé. Nous avons eu en revanche des boycotts diplomatiques de Coupe du Monde. Un boycott diplomatique, c'est quand l'équipe va participer à la Coupe du Monde, mais que le pays ne va pas envoyer de délégation officielle ou même de supporters avec son équipe. C'est arrivé lors de la dernière Coupe du Monde en 2018 en Russie, où le Royaume-Uni a fait un boycott diplomatique de cette compétition, tout simplement à cause de l'affaire Skripal. L'affaire Skripal était une affaire d'espionnage qui touchait la Russie et le Royaume-Uni. Un espion russe, un Russe, avait été empoisonné au Royaume-Uni le Royaume-Uni accusait, en tout cas, avait des raisons de penser que les services secrets russes étaient derrière tout ça. Toujours pour la Coupe du Monde 2018 en Russie, l'Islande a également refusé d'envoyer une délégation officielle, a fait un boycott diplomatique de la compétition, tout simplement en soutien avec le Royaume-Uni. Il y a eu aussi un autre cas savoureux de boycott, tout simplement un boycott qui n'a jamais eu lieu, un boycott qui s'est avéré n'être qu'une légende. En 1978, la Coupe du Monde se déroule en Argentine. Une Argentine qui vient de basculer dans une dictature militaire, une junte militaire vient de prendre le pouvoir via un coup d'État.
Et pareil, beaucoup de voix s'élèvent pour appeler à boycotter cette Coupe du Monde. Finalement, aucun pays ne boycotte réellement la Coupe du Monde 1978 et tout le monde s'y rend. Tout le monde, à part une personne, le meilleur joueur de l'époque, à savoir Johan Cruyff. Tandis que toute son équipe, la sélection des Pays-Bas, prend l'avion pour se rendre en Argentine, le néerlandais Johan Cruyff, lui, choisit de rester chez lui à Barcelone et ne participe pas à ce tournoi. Mais cette non-participation à cette Coupe du Monde 1978 de la part du Hollandais volant, celui qu'on surnommait à l'époque le Hollandais volant, n'a rien d'un boycott politique ou d'un boycott sportif. En fait, Johan Cruyff ne s'est pas rendu en Argentine pour raisons personnelles. À cette époque, la famille de Johan Cruyff subit beaucoup d'intimidation, de cambriolage et a même subi une tentative d'enlèvement. Johan Cruyff a alors un petit peu peur pour sa famille, pour sa femme, pour ses enfants et décide de rester au cours de cet été-là aux côtés de ses proches et donc de ne pas se rendre en Argentine pour participer à la Coupe du Monde. Ce n'est donc pas un boycott. Ensuite, derrière ce vrai faux boycott de Johan Cruyff, nous avons des cas où des pays n'ont pas pu participer à une Coupe du Monde, mais sans que ce soit forcément de leur propre chef. En 1951, la RFA et la RDA, qui deviendront quand même de bonnes équipes, n'ont pas été autorisées à participer à la Coupe du Monde, ont été absentes à la Coupe du Monde, car ces deux équipes, l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest, étaient tout simplement exclues des premiers matchs de qualification à ce tournoi, tout comme le Japon à l'époque, pour ce qui s'était passé lors de la Seconde Guerre mondiale. Et puis, pour rester dans la Seconde Guerre mondiale, nous avons le cas de l'Autriche lors de la Coupe du Monde 1938. En 1938, l'Autriche, qu'on surnomme alors la Wonder Team, est l'une des meilleures équipes d'Europe et même l'une des favorites pour le tournoi et s'est qualifiée brillamment pour celui-ci. Seulement, lorsque la Coupe du Monde se déroule à l'été 1938, l'Autriche ne peut y participer tout simplement parce que légalement, à cette époque-là, le pays n'existe plus. L'Allemagne vient en effet d'envahir l'Autriche, c'est ce qu'on va appeler l'Anschluss, et les joueurs autrichiens ne vont donc pas pouvoir participer à cette Coupe du Monde sous les couleurs de l'Autriche. Certains d'entre eux vont quand même y participer en choisissant de revêtir le maillot de l'Allemagne nazie. Mais le meilleur joueur de l'époque, de cette équipe d'Autriche, qui s'appelait Matthias Sindelar, je suis pas sûr si je prononce bien, excusez-moi pour la prononciation vis-à-vis de ses descendants, mais ce Matthias Sindelar va refuser de participer à cette Coupe du Monde sous les couleurs de l'Allemagne nazie. Pour la petite anecdote, ce joueur, c'est un fantasme, c'est une légende, on ne sait pas si ça a vraiment un lien, mais ce joueur va refuser de participer à la Coupe du Monde 1938 avec l'Allemagne et il va se retrouver mort quelques mois plus tard, en 1939, par soi-disant intoxication au monoxyde de carbone. Donc les esprits les plus malins, les plus fourbes pourront peut-être, pourquoi pas, y voir une relation de cause à effet entre ces deux événements, sa non-participation et sa mort. Et puis, pour finir avec les anecdotes un peu folles de la Coupe du Monde qui ont jalonné l'histoire de la Coupe du Monde, comment ne pas parler de la Coupe du Monde 1942, qui est une vraie fausse Coupe du Monde. En 1942, alors que la guerre fait rage, la FIFA décide logiquement d'annuler l'édition du mondial qui devait alors se tenir cette année-là. Mais en Patagonie, entre l'Argentine et le Chili, un aristocrate hongrois qui vit dans sa grande maison ne peut se résoudre à ce que la compétition phare de son sport favori ne se déroule pas.
Il va donc se démener pour tenter de faire revivre la Coupe du Monde 1942 coûte que coûte et contre l'avis de la FIFA. Il va organiser chez lui, en Patagonie, un tournoi. Un tournoi qui va réunir plusieurs équipes. Seule l'équipe d'Allemagne, l'Allemagne nazie, va accepter d'y envoyer son équipe officielle. À l'époque, c'était pour l'Allemagne une occasion de montrer un petit peu la grandeur du pays. Les autres équipes vont être créées à partir de locaux, de travailleurs locaux qui travaillaient en Amérique latine, que ce soit en Argentine, au Brésil ou en Uruguay. C'est ainsi qu'on va avoir, par exemple, une équipe de France, une équipe d'Italie, une équipe d'Espagne, une équipe du Portugal, une équipe de Belgique qui va être constituée de dockers, de marins et d'ouvriers immigrés qui vivaient déjà localement proche de la Patagonie. On va avoir aussi deux équipes d'autochtones, d'Indiens des Andes qui vont participer à ce tournoi, notamment les Mapuches, qui est un peuple qui vit en Patagonie, au Chili, entre le Chili et l'Argentine, et qui va réussir l'exploit de se hisser jusqu'en finale qu'ils vont finalement perdre contre l'Allemagne nazie. Alors, cette Coupe du Monde 1942, vous l'aurez compris, en fait, elle n'a jamais vraiment existé. Elle est sortie tout droit de l'imagination de deux réalisateurs italo-argentins qui en ont fait un documentaire, un vrai faux documentaire, dans lequel ils imaginent en 2011 la tenue d'une Coupe du Monde en 1942. Une Coupe du Monde qui était jalonnée d'anecdotes totalement rocambolesques. Pour les plus intéressés, je ne vais pas vous dire toutes ces anecdotes, je vous laisse regarder le film. Il est savoureux. C'est un petit documentaire qui dure entre 1 heure et 1 heure et demie, qui s'appelle Le Mondial disparu ou La Coupe du Monde disparue, sorti en 2011, et il vaut son petit pesant d'or. Ce documentaire-là et le football en général, c'est quelque chose qui m'a beaucoup inspiré, notamment pour l'écriture de mon deuxième roman, que voici bien paraître. Comme le montre la couverture, il est question de football et notamment ici de la Coupe du Monde 1942. Cette photo montre notamment des participants, des soi-disant participants à ce mondial 1942, ce mondial oublié qui se serait tenu en Patagonie. Donc, bien paraître, c'est un polar historique qui va vous plonger dans l'histoire de l'Italie, dans l'histoire de l'Italie fasciste, de sa diaspora, que ce soit en Italie ou à l'étranger. Mais le football va vraiment être, je dirais, un fil rouge. Vous allez plonger notamment dans l'histoire du Grand Napoli, le club de Naples des années 1930, dans cette Coupe du Monde oubliée. Et puis, vous allez aussi suivre un peu une enquête familiale d'un joueur de foot qui, le maillot n'est pas anodin, un ancien joueur de l'OL qui est un de mes personnages principaux dans ce roman. Donc, je vous en dis pas plus. Je vous dis simplement que si vous aimez les polars, si vous aimez l'histoire et si vous aimez le football, il y a de très très grandes chances que vous aimiez bien paraître. Donc, je vous souhaite une bonne lecture à tous. Merci, au revoir.